Voilà. Alors, rebonjour. Alors, on parle réarrangement des gènes de la région variable. Donc, les gènes que vous voyez ici, gènes de la région variable, il faut savoir que ce sont les seuls gènes qui se réarrangent de la façon que l'on va voir chez les vertébrés. Et ces réarrangements, ils s'opèrent de façon ordonnée lors de la maturation des cellules B dans la moelle osseuse. En fait, ce sont les gènes des régions variables des chaînes lourdes qui se réarrangent les premiers, puis ensuite, vous avez les gènes de la région variable des chaînes légères kappa, puis les gènes de la région variable des chaînes légères lambda. C'est un premier point. Second point, on verra que n'importe quel gène V, D, J, n'importe lequel peut se réarranger, n'importe quel V peut se réarranger avec n'importe quel D et n'importe quel J. Ça, c'est un point. Autre point, une fois que vous aurez réarrangé vos gènes VDJ ou VJ, à ce moment-là, voilà, VDJ, VJ, une fois que vous aurez réarrangé ces gènes, à ce moment-là, ce réarrangement se fait tout au long de la maturation du lymphocyte. Une fois que ça a été réarrangé, ici, que vous allez exprimer un récepteur de l'antigène, vous vous retrouvez au stade de cellule B mature naïf qui exprime deux types différents d'immunoglobulines, mais vous exprimez le même récepteur de l'antigène. Donc le même récepteur de l'antigène qui est exprimé là. Expression du même récepteur de l'antigène sur la cellule B activée. Ensuite, on verra, jusqu'ici, c'est toujours le même récepteur de l'antigène. Ensuite, il y aura des toutes petites variations que l'on verra un petit peu plus tard. Alors, ces changements qui se font dans le réarrangement des gènes des immunoglobulines, c'est très curieux parce que c'est à la fois extrêmement ordonné et en même temps, il y a une part de hasard. C'est du hasard ordonné. Et la première chose que l'on va voir, ce sont les réarrangements VJ qui se passent dans l'ADN, donc des chaînes légères. Alors, encore une fois, n'importe quel V peut se recombiner à n'importe quel J. Et ensuite, une fois que vous aurez recombiné V et J, vous allez recombiner VJ avec C. Alors, ici, vous voyez, et je vous rappelle que ça soit sur lambda et sur kappa, si vous regardez comment sont disposés les gènes J, vous voyez qu'ici il y en a 1, 2, 3, 4, et il y a un J, un C, un J, un C. Sur la chaîne kappa, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez ici 5 gènes J et vous avez un seul kappa. Donc vraiment pas la même organisation. Au niveau des... Vous pourrez jouer avec tout ça, hein, parce que vous avez toutes les animations. Donc, au niveau des V, le nombre, c'est un nombre approximatif. Hein. Vous verrez à chaque fois, selon les livres d'immunologie que vous avez, ils ne vous donnent pas le même nombre. C'est normal parce qu'on n'est pas absolument certain du nombre. Donc, ici, on a 30. Ici, on a 30. Bien. Comment ça se passe? Alors là, vous avez des schémas qui sont un petit peu compliqués. Alors, si vous regardez comment ça se passe, vous avez toujours au départ, vous vous souvenez, une séquence leader. Donc vous avez une séquence leader, vous avez derrière un segment qui est là non codant, ensuite vous avez réarrangé ici
V et J. Donc j'ai ma séquence leader, je commence à réarranger. Hein. Là, ici pour les chaînes légères. Donc j'ai séquence leader, ensuite V et J, c'est-à-dire que déjà j'ai réarrangé, j'ai amené un J à côté d'un V. Ensuite, j'ai un autre intron. Éventuellement, il me reste ici d'autres segments J. Et là, je vais faire à ce stade-là la transcription, c'est-à-dire je vais passer de l'ADN à l'ARN. Mais vous voyez au passage que sur l'ADN transcrit primaire ici, il me reste toujours de toute façon un intron et éventuellement j'ai un exon que j'ai pu retirer ou pas retirer. D'accord? Donc là j'étais ADN, là maintenant je suis en ARN transcrit primaire avec éventuellement ici un exon J que j'ai pu retirer, mais de toute façon, il me reste un intron. Donc il va falloir maintenant que je réarrange cet ARN transcrit primaire. On pourrait penser que l'ADN s'est réarrangé, puis finalement il était sous la bonne forme. Non, il y a la transcription ARN transcrit primaire, donc il va falloir que je réarrange maintenant l'ARN transcrit primaire. Donc il va y avoir une polyadénylisation, un épissage de l'ARN, et vous voyez que maintenant j'ai retiré l'intron, on verra comment ça se passe, et j'ai ici toujours la séquence leader, V, J, C. Donc maintenant il va pouvoir y avoir en fait le passage de l'ARN messager depuis le noyau jusqu'au ribosome pour qu'il y ait la traduction. Traduction, vous avez un polypeptide naissant, j'ai gardé la séquence leader parce qu'il faut que je puisse rentrer dans le réticulum endoplasmique. Et une fois que je suis rentré dans le réticulum endoplasmique, ce qui va sortir, c'est bien la chaîne légère kappa, V, J, C. J'ai plus la séquence leader. La séquence leader ne m'a servi qu'à rentrer dans le réticulum endoplasmique. Donc voilà, réarrangement des chaînes légères kappa. Bien. Maintenant, on va compliquer un petit peu. Réarrangement VDJ des chaînes lourdes. Alors, heureusement qu'il ne vous faut pas noter tout de même les schémas pendant que je parle, ça sera un petit peu compliqué. Alors, je vais donc réarranger l'ADN de la chaîne lourde. Là, on est dans la lignée germinale. Alors, première chose, là, je vais devoir réarranger VDJ. Alors, le premier réarrangement, vous le voyez ici, c'est que visiblement, ça se passe là. J'ai réarrangé en fait D et J. C'est-à-dire, j'ai choisi n'importe quel D, j'ai réarrangé avec un J, donc maintenant, j'ai le gène DJ. Donc, si je regarde ce qui se passe ici, j'ai en fait toujours la séquence leader. J'ai ici V. J'ai ici des introns avec DJ. J'ai pu garder encore des exons D, mais j'ai pu les éliminer, mais que j'ai éliminé. Alors, que j'ai éliminé ou pas, cela, de toute façon, j'ai leader, V, DJ. Ensuite, je vais choisir une région constante. Mais vous voyez que, comme tout à l'heure, je n'ai pas fini de tout réarranger, que là, je vais faire, en fait, je vais transcrire mon ADN en ARN. ADN réarrangé, là, je suis encore ADN. ADN. Là, je suis encore ADN, ça va. ADN. Alors, on va voir ici ADN. L'ADN, il est réarrangé. La séquence leader, le V, le DJ, cette fois-ci, que j'ai collé à côté du V. Je garde un J. Le J, je le garde ou je ne le garde pas. Donc, je reprends. Je reprends.
L'ADN, j'ai d'abord réarrangé DJ. Ensuite, toujours au niveau de l'ADN, je vais mettre un DJ à côté du V. Là, on se stoppe un tout petit peu sur l'ADN. Je redis ce que l'on voit ici. On a bien la séquence leader. On a bien un intron. On a bien un VDJ. On a un autre intron avec un J que j'ai gardé ou pas gardé. Ensuite, ce sont les gènes des régions constantes. C'est à ce niveau-là que l'ADN que j'ai réarrangé une première fois et une seconde fois, une question que je pose souvent, c'est savoir qu'est-ce que je réarrange en premier. Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'en premier, j'aurais réarrangé DV ou même, DV avant de réarranger DJ. En fait, donc, on réarrange d'abord DJ et ensuite VDJ. Ça va? La transcription, j'ai à nouveau un ARN qui est un transcrit primaire qu'il va falloir, lui, que je réarrange encore, puisque ici, j'ai encore des introns. Donc, je vais le réarranger en venant choisir de mettre un gène codant une région constante. Ça peut être une région constante mu, delta. Si je mets mu ici, j'ai un gène VDJ, région constante correspondant à la chaîne M, à une IgM. Ici, j'aurais choisi de mettre mon VDJ à côté d'un gène codant la région constante d'une IgD. Donc on comprend bien au passage que à la surface de l'immunoglobuline, où vous aurez à un moment donné à la fois une IgM et à la fois une IgD, on comprend bien que c'est de toute façon la même région variable que l'on a, puisque je vais simplement à la même région variable aller chercher un gène d'une région constante différent. Ensuite, je pourrais aller en chercher d'autres derrière. Ils sont dans un ordre ici sur le chromosome qui n'est pas un ordre au hasard. Je vous rappelle que l'ordre dans lequel vous trouvez ces régions constantes, ça correspond à l'ordre d'apparition en fait des immunoglobulines. Le mu d'abord, le delta ensuite. Donc là, ARN messager que j'ai donc remodifié, j'ai toujours ma séquence leader. Sa séquence leader, l'ARN messager, il va aller au niveau du ribosome pour qu'il y ait la traduction dans un polypeptide. Je garde ma séquence leader pour pouvoir rentrer dans le réticulum endoplasmique. Et quand je ressors du réticulum endoplasmique, j'ai perdu ma séquence leader. Voilà. Ça va? Non? Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez, on va faire une chose. Je vais utiliser la touche magique, Jonathan. Et il y a la dame qui va me dire qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas grave si ça continue à enregistrer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ah, tout? Les réarrangements. Pardon? Comment, pardon? 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 Comment? À l'ordre des réarrangements, oui. Oui. C'est ce que je disais, c'est à la fois ordonné, puis il y a des moments où ça sera un effet du hasard. Là, pour l'instant, c'est ordonné. C'est-à-dire, ça se fait toujours de cette façon-là. Hein? C'est-à-dire, c'est toujours d'abord, ici, DJ qui se réarrange en premier. Puis ensuite, d'accord? Là, il n'y a pas de hasard. Alors, comment ça se fait, ces réarrangements? Parce qu'on vient de me dire, il y a tel gène qui vient se mettre à côté de tel autre. Comment ça se fait, ça? C'est assez subtil parce que, en fait, il y a au bout de chacun des gènes, ici, vous voyez un V, un J, V, D, J. Vous avez des séquences particulières qu'on appelle les séquences signal de recombinaison. Les séquences signal de recombinaison, ce sont ces séquences
que vous voyez ici dessiné en petit triangle, ici, et vous voyez en fonction ici de la couleur du triangle, il y a des séquences signal de recombinaison, c'est ce qu'on appelle Recombination Signal Sequence, RSS. Vous avez des RSS qui sont en bleu, qui sont des RSS qu'on appelle à 2 tours, parce que ces séquences signal de recombinaison, il y a ici, soit vous êtes en bleu, vous avez 23 paires de bases. 23 paires de bases, c'est pour vous faire 2 tours d'hélice. Ou ici, vous avez des séquences signal de recombinaison dans lesquelles il n'y a que 12 paires de bases, et ces 12 paires de bases, vous ne faites qu'un tour d'hélice. Toujours est-il que au bout de ces séquences signal de recombinaison, vous avez soit un heptamère, qui est toujours le même, soit un nonamère. Et si vous regardez bien, la séquence de l'heptamère, elle est palindromique, c'est-à-dire qu'il y a un axe de symétrie ici. Donc c'est une séquence palindromique, et vous avez des RSS à 2 tours et des RSS à 1 tour. Alors, si vous regardez bien, ici, sur l'ADN de la chaîne légère kappa, vous avez ici un RSS en 3', un RSS à 1 tour, ici un RSS à 2 tours. Ici, vous êtes en lambda, vous avez un RSS bleu donc à 2 tours, ici un à 1 tour. Ici, vous avez 2 tours, 1 tour, 1 tour, 2 tours. Alors pourquoi vous avez ça? Moi, chaque fois, ça m'ébahit. Pourquoi vous avez ça? Parce que le fait d'avoir ces séquences à 2 tours, à 1 tour, il y a une règle. C'est que vous ne pourrez faire, en fait, rapprocher un gène l'un de l'autre. Vous ne pouvez combiner qu'une séquence à 2 tours avec une séquence à 1 tour. Qu'une séquence, vous ne pouvez recombiner qu'un gène qui a une séquence à 2 tours. L'autre gène que vous voudrez recombiner avec, il devra avoir une séquence à 1 tour. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Pourquoi vous faites ça? Ça veut dire, quelque part, que, par exemple, vous ne pourrez pas recombiner ici ce J avec le V. Là, vous avez 2 tours, là, vous avez 2 tours. Donc, vous ne pourrez pas coller votre J avec votre V. D'accord? Vous ne pourrez obligatoirement que faire, finalement, JD, et une fois que vous aurez fait JD, vous ferez DV. Donc, c'est ce système-là. Vous ne pouvez recombiner un gène d'une séquence à 2 tours qu'avec un gène qui a une séquence à 1 tour. Vous ne pouvez pas faire 2 tours entre eux. Ça évite aussi que les gènes qui sont, vous avez plusieurs D, vous avez plusieurs J, ça évite qu'ils se recombinent entre eux. Que vous n'ayez pas des recombinaisons D, les uns à la suite des autres. D'accord? Donc vous pouvez essayer maintenant de recombiner d'une mauvaise façon, ça ne marchera pas. Donc ces séquences signal de recombinaison, c'est absolument crucial, et la règle, elle est à connaître. Alors, vous aurez comme ça des séquences signal de recombinaison, mais vous allez devoir faire des réactions enzymatiques pour joindre ces segments géniques. Alors, comment se font ces recombinaisons et ces jonctions enzymatiques de segments géniques? Ça se fait en fait grâce à des enzymes que l'on appelle des recombinases. Ça porte bien. Et vous avez 2 gènes qui sont activateurs de la recombinaison. Ces 2 gènes, c'est ce qu'on appelle RAG1, RAG2. Alors, pour que RAG1 et RAG2, ça a été découvert en 1990, donc ça n'a que 18 ans. Pour que RAG1 et RAG2 fonctionnent, vous regardez, ils vont devoir agir sur le plan, avoir une activité enzymatique. Cette fois-ci, par exemple, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est à chaque fois comme ça, pour recombiner
un V avec un J sur la chaîne légère lambda. Bon. Le V et le J sur le chromosome, ils peuvent être très éloignés. Alors la première chose que vous faites, c'est que vous repliez en fait votre chromosome pour rapprocher en fait votre J et votre V. Donc, alors qu'ils étaient éloignés ici, pour que les enzymes RAG1 et RAG2 puissent agir, vous faites une espèce de boucle comme ça pour mettre vos deux gènes l'un à côté de l'autre pour pouvoir les recombiner. V et J sur la chaîne légère. Donc ça va vous permettre à RAG1 et RAG2, qui est une première gène de recombinase, d'agir. On va voir tout à l'heure qu'il y aura une autre recombinase qui s'appelle la désoxynucléotidyle transférase terminale, désoxynucléotidyle transférase terminale, TDT pour terminal désoxynucléotidyle transférase. Il faut savoir que RAG1, RAG2 et TDT, qui a ce nom complexe, ce sont les seuls gènes dont vous avez besoin pour recombiner. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? D'abord, vous avez RAG1 et RAG2. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un clivage, en fait, des heptamères qui étaient ici. Ça, c'était les séquences, vous savez, heptamères, les séquences que l'on avait, que vous aviez rajoutées, les heptamères des séquences signal de recombinaison qui étaient collées à vos gènes. Bien, ces séquences heptamériques, si on veut regarder où sont ici les heptamères, c'est donc ces heptamères qui sont là, et ensuite vous avez ici votre gène. Donc, le gène heptamère, on revient ici. Ce que fait RAG1 et RAG2, c'est qu'ils vont couper en fait votre gène, les deux brins, ici, entre l'exon et entre l'heptamère de la séquence signal de recombinaison. Donc vous faites une coupure ici. Ensuite, vos deux brins, il y a la création d'une épingle à cheveux entre vos deux brins. Donc, création d'une épingle à cheveux. Une fois que vous avez fait cette épingle à cheveux, vous faites un clivage qui peut être un clivage asymétrique. Ici, j'ai fait le clivage là. Il se trouve que le clivage, il aurait pu se faire ici. Vous faites un clivage asymétrique de la boucle qui est également clivage asymétrique, qui est médié également par les gènes RAG. Bien. Une fois que vous avez fait ces clivages, vous pouvez, sous l'action de nucléase, vous pouvez retirer quelques nucléotides. Voilà, ceux-là, je peux les retirer. Donc ici, première action que je peux faire, c'est retirer ici des nucléotides par des endonucléases. Mais je peux faire aussi autre chose. J'en ai retiré. Ceux que j'ai retirés, au passage, vous avez ici un gène V, par exemple, ici un gène J. Ici, j'ai dit, je peux en retirer. J'en ai retiré ici, j'en ai retiré là. Je retire ou je ne retire pas. Ça veut dire au passage que quand je vais assembler mon V avec mon J, en fonction du nombre de nucléotides que j'aurai retirés, je vais introduire une variabilité au niveau de la jonction. Regardez ici. Vous avez un V, vous avez un J. Si je retire ici 3, c'est la jonction, je vais retirer ces 3-là. Voilà ici le V et le J, la jonction, ça sera proline, tryptophane. Je retire ces 3-là.
puisque je retire, alors là c'est vraiment un effet du hasard, hein. Là c'est pas ordonné. Je retire ces trois-là, au niveau de la jonction entre V et J, j'aurai pro-arginine. Je retire ces trois-là, j'aurai une autre séquence. Donc le fait que je fasse agir ces endonucléases, qui me retirent à ce moment-là un certain nombre de nucléotides, ça m'introduit une variabilité de la jonction. Donc je peux faire une variabilité de ma jonction VJ en retirant plus ou moins un certain nombre de nucléotides. Mais je peux faire autre chose. Là, on est au clivage asymétrique. Clivage asymétrique qui a été médié par Rag. Je peux faire autre chose, c'est que je vais cette fois-ci rajouter au contraire de courtes terminaisons. Je vais rajouter de courtes terminaisons. C'est ce qu'on appelle les nucléotides P. Donc, j'ajoute de courtes. Ici, j'ajoute des nucléotides. Et au passage, est-ce qu'on va le voir ici? Voilà. Une fois que j'ai rajouté ici des nucléotides P, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va revenir dessus. Une fois que j'ai rajouté des nucléotides P, j'ai simplement complété là ce qui me manquait. Je peux faire autre chose. Je peux rajouter cette fois-ci, et c'est activé et médié par la fameuse TDT, l'autre recombinase que l'on avait. Je peux rajouter cette fois-ci d'autres nucléotides qui sont les nucléotides N. Donc je peux faire toujours à la jonction, donc soit je peux retirer des nucléotides, une fois que j'ai ouvert ma boucle à cheveux ici, soit je peux en retirer, on l'a vu là tout de suite, soit je peux en ajouter, je peux ajouter deux sortes de nucléotides, les P ou les N. Je peux en faire des choses, hein. Bien. Alors, de temps en temps, c'est assez compliqué ça, je le laisse un petit peu. De temps en temps, liaison de V et J, ça d'accord. De temps en temps, ça ne marche pas très bien. Et ça ne marche pas très bien, on a des souris qui sont extrêmement utiles en laboratoire. C'est intéressant, les souris déficientes. On a des souris, par exemple des souris RAG. Qu'est-ce qui se passe dans les souris RAG1 pour lesquelles le gène RAG1 ne marche pas? Dans ces cas-là, on n'a pas du tout de coupure ici du double brin. Vous deviez, vous savez, pour faire votre boucle à cheveux tout à l'heure, vous deviez d'abord couper ici le double brin. Vous deviez le couper là. Les souris qui sont déficientes en gène RAG, RAG1, RAG2, tout simplement, elles ne sont pas capables de faire la coupure. Puis il y a d'autres souris que l'on appelle les souris SCID. Toutes ces souris, elles ont des immunodéficiences combinées sévères, extrêmement importantes. Ces souris SCID, elles, c'est un petit peu différent. Elles sont capables de faire le clivage. On le voit ici, le clivage, c'est bien fait. Sur une souris normale, ici, une fois que vous avez fait votre clivage, vous allez joindre D et J. Mais sur la souris SCID, en fait, les deux segments DJ restent éloignés les uns des autres. Donc vous avez commencé la première partie du travail, mais vous ne le finissez pas, c'est-à-dire vous laissez ici D et J loin de l'autre. Donc ces souris immunodéficientes, on les retrouvera. Alors, autre chose, lorsque vous avez retiré des nucléotides, lorsque vous en avez rajouté, qu'est-ce qui peut se faire? Ça s'est fait un peu au hasard, mais du coup, vous avez des réarrangements que l'on appelle productifs et des réarrangements que l'on appelle non productifs. Alors,
ici, j'ai un gène V, j'ai un gène J. C'est les deux gènes que je vais réarranger. Ici, vous avez les séquences signal de recombinaison qui sont là. Mais là, je vais aller mettre ce gène-là à côté de celui-ci. Bien. Je fais le réarrangement en venant mettre ces nucléotides à côté de ceux-là. Là, j'ai un réarrangement productif parce que voilà la séquence de nucléotides et voilà les acides aminés qui se passent. Et puis, en fait, je peux tout aussi bien réarranger toujours le même gène ou la même séquence du gène V avec, ici, j'ai été prendre cette fois-ci cette séquence de nucléotides. Voilà la séquence que ça donne. Vous la vérifierez, je l'ai vérifiée, théoriquement elle est bonne. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que quand on lit la séquence, cette fois-ci, on a introduit un codon stop. Donc cette fois-ci, il ne pourra pas y avoir, en fait, la transcription du gène. Et en fait, on considère qu'il y a à peu près une tentative sur 3 qui va être productive, c'est-à-dire que quand vous allez réarranger en fait V et J, vous avez simplement une tentative sur 3 qui est productive, 2 fois sur 3, il y aura un codon stop qui sera introduit. Donc vous n'avez que 33% déjà de faire un réarrangement VJ. Mais comme en fait, à chaque fois, vous avez un réarrangement VJ pour kappa, vous avez VJ pour lambda de réarrangement, vous avez DJ pour une chaîne lourde et vous avez V avec DJ. Ça fait 4 réarrangements pour faire une immunoglobuline. Je répète, VJ pour kappa, VJ pour lambda, DJ et V avec DJ. Et à chaque fois, vous n'avez que 33% de chance de faire, pour chaque réarrangement, de faire un réarrangement productif. À la fin, en fait, ça vous donne 33% divisé pratiquement par 4. Divisé par 4. Pourquoi divisé par 4? Parce que si vous n'arrivez pas, par exemple, à faire un réarrangement de la chaîne lourde avec un V kappa, vous allez essayer de faire avec un V lambda. Donc, vous n'avez que 8% finalement de chance d'avoir un réarrangement productif à chaque fois que vous faites une immunoglobuline. Alors, autre chose qui est tout à fait passionnante, c'est l'exclusion allélique. Alors, l'exclusion allélique, qu'est-ce que c'est? De votre papa et de votre maman, vous avez eu donc dans les cellules germinales, donc spermatozoïdes, ovocytes, d'accord, dans les cellules germinales, vous avez à la fois les gènes qui codent pour les immunoglobulines les gènes qui viennent de votre papa et de votre maman, d'accord? Quand vous faites vos réarrangements de gènes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous aurez réarrangé, par exemple, ici, dans ce lymphocyte B, vous avez réarrangé, en fait, une chaîne kappa d'origine maternelle avec une chaîne lourde d'origine maternelle. Kappa lourde. Vous faites ici une immunoglobuline pour lesquelles chaîne légère d'origine maternelle, chaîne lourde d'origine maternelle. Une fois que vous avez fait dans un lymphocyte, que vous avez été choisir un chromosome qui vient soit du papa, soit de la maman, vous vous arrêtez. C'est-à-dire, vous ne refaites pas, vous n'allez pas chercher d'autres chromosomes, d'autres gènes qui viendraient, par exemple, de votre papa. Il y a une exclusion allélique. Une fois que vous avez choisi un allèle pour la chaîne légère et un allèle pour la chaîne lourde, un allèle qui vient du père ou qui vient de la mère, vous faites votre immunoglobuline et c'est terminé.
Ici, un autre exemple. Cette fois-ci, j'ai été choisir un allèle pour la chaîne lourde qui vient de la mère et un allèle pour la chaîne légère qui vient du père. Une fois que j'ai fait ce choix, je produis mon immunoglobuline et il y a une exclusion allélique, c'est-à-dire les autres allèles, je ne vais pas les utiliser. Il y a un arrêt de la machinerie de recombinaison. Voilà. Alors, exclusion allélique, c'est important ça. Création de la diversité des anticorps. Création de la diversité des anticorps, ben vous avez de multiples façons de créer des anticorps. Il y avait, vous savez, au début, la théorie de la lignée germinale. C'est-à-dire, on disait, voilà, dans la lignée germinale, dans les ovocytes et dans les spermatozoïdes, on a tous les gènes pour coder les immunoglobulines. Mais en même temps, on se disait, pour faire autant d'immunoglobulines, c'est pas possible. Donc, il y avait la théorie de la variation somatique qui disait qu'en fait, dans les lignées germinales, les ovocytes et les spermatozoïdes, il y avait un nombre limité de gènes et qu'ensuite, vous aurez des mécanismes pour générer une grande diversité de gènes à partir de ce petit nombre de gènes que vous avez dans vos lignées germinales. Les deux théories sont vraies. C'est vrai que dans les lignées germinales, il y a toute l'information pour faire tous les gènes des immunoglobulines, mais la théorie somatique est vraie aussi, parce que dans cette lignée germinale, vous avez toute l'information, mais vous avez un nombre extrêmement limité de gènes, et ensuite vous allez générer une diversité. Alors cette diversité, vous allez la générer de 7 façons différentes que l'on va voir les unes après les autres en fait. Première façon, c'est que vous avez des segments géniques multiples dans la lignée germinale. C'est sûr, il n'y a pas tout de même un seul gène. Segments géniques multiples. Ça, c'est une question que je pose souvent. Quels sont les différents mécanismes de la diversité? Donc, segments géniques multiples dans la lignée germinale. Vous avez vu que à la jonction VJ ou VDJ, vous avez de grandes combinaisons ou un grand nombre de combinaisons que vous pouvez faire à la jonction VDJ. Ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité jonctionnelle. Autre chose, en dehors de la flexibilité jonctionnelle, ça c'est la flexibilité que vous introduisez à la jonction. Le simple fait que vous puissiez assembler n'importe quel V avec n'importe quel D et n'importe quel J, ça vous fait aussi un grand nombre de combinaisons possibles entre V et J. Vous avez aussi le fait que vous pouvez additionner des nucléotides P. Ça vous donne également de la diversité. Additionner des nucléotides N. Vous avez autre chose que l'on va voir, c'est l'hypermutation somatique. Ça, on va voir ce que c'est un petit peu plus tard. Et ensuite, la dernière combinaison que vous pouvez faire, c'est le fait que vous allez associer de façon combinatoire des chaînes légères et des chaînes lourdes. Alors, tout ça vous donne 10 à 11 milliards de combinaisons. Ces 10 à 11 milliards, alors attention, ça c'est subtil, peut faire aussi l'objet d'une question. C'est 10 à 11 milliards de combinaisons possibles. Mais on sait que chez un individu donné, en fait, on va plutôt trouver quelque chose comme 10 puissance 7, c'est-à-dire ça vous donne 10 millions de combinaisons. Donc c'est vrai que vous pouvez en faire, en théorie, à peu près 10 milliards de combinaisons, mais en fait, vous en faites pour un individu environ que 10 millions. Alors, première création de diversité, c'est les segments géniques multiples VDJ de la lignée germinale.
Le simple fait que dans une lignée germinale, vous avez tout de même... Alors les chiffres, encore une fois, vous étonnez pas, ça varie d'un livre à un autre. Vous avez 80 segments, ici V, 27 D, 6 J. Ça, c'est pour la chaîne lourde. Kappa, 35, 5, ici 34. Donc, le fait que vous pouvez recombiner n'importe lequel de ces segments avec les autres, ça vous fait déjà un très grand nombre de combinaisons. Donc, multiples, première raison de la variabilité. Deuxième raison, la jonction combinatoire VJ et VDJ. Si vous regardez le nombre de combinaisons que vous pouvez faire entre les différents VDJ et VJ, ici, pour la chaîne lourde VDJ, vous faites 85 multiplié par 27 multiplié par 6, ça vous fait 13 770 combinaisons. Pour K, vous pouvez en faire avec un V et un J, vous pouvez en faire 175, et pour lambda, vous en faites 120. Donc là déjà, ça vous donne pas mal de combinaisons possibles, puisque n'importe quel, encore une fois, V avec n'importe quel D, n'importe quel J. Donc ça, la jonction combinatoire, ça vous donne déjà un grand nombre de combinaisons. La flexibilité jonctionnelle. La flexibilité jonctionnelle, c'est ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Vous avez vu qu'à la jonction entre les 1V ici et un G, vous pouvez retirer des nucléotides. Donc il y a une flexibilité jonctionnelle quand vous retirez ces nucléotides. Flexibilité jonctionnelle. Flexibilité jonctionnelle, c'est ce qui vous donnait ici des réarrangements productifs et non productifs. Ça, on l'a déjà vu. Flexibilité jonctionnelle, vous allez voir ici, et ça c'est important, que cette flexibilité jonctionnelle, elle se fait uniquement au niveau, elle ne se fait pas n'importe où, elle se fait uniquement au niveau de la jonction VL-JL, des chaînes légères lambda, et VH-DH-JH, des chaînes, des régions variables, des chaînes lourdes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette flexibilité jonctionnelle, ce fait que vous pouvez retirer à la jonction VJ, VD ou DJ, vous pouvez retirer des nucléotides. Ben pourquoi c'est important ça? Puisque VL, JL ou VDJ, comme par hasard, c'est l'endroit où vous avez la région CDR3. Donc ce que je viens de vous dire, c'est que la flexibilité jonctionnelle, VL, JL, c'est ici, c'est au niveau de la chaîne légère, c'est bien la région DR3. Flexibilité jonctionnelle VD et DJ, cette flexibilité jonctionnelle, ça correspond en fait à la région CDR3. Pas de surprise. Donc, flexibilité jonctionnelle uniquement au niveau de ces régions-là. Addition de P, flexibilité jonctionnelle, c'est je retirais addition de P, les nucléotides P que vous avez ajoutés ici. P, c'est pour palindromique, parce qu'à nouveau, vous avez ouvert ici votre épingle à cheveux, vous avez ici votre séquence, vous complétez, ça vous donne une séquence qui est palindromique. Donc là, addition de séquences palindromiques. Addition également de ces séquences au passage palindromique. À nouveau, vous regardez, ça se fait uniquement pour VJ ou VDJ. V des chaînes légères ou VDJ des chaînes lourdes.
Ça, c'est l'addition de nucléotides P. Addition de nucléotides N. Addition de nucléotides N, vous avez vu que ça se faisait ici. Hop, les voilà. C'est médié par la terminale désoxynucléotidyl terminale transférase, très compliqué à dire. Hop, j'ajoute les N. Les N, je les ai rajoutés après les P. Nucléotide N. Ensuite, je ferai ma jonction. Cette fois-ci, encore une fois, vous ne faites cette addition que à la jonction VJ ou VDJ, au niveau, cette fois-ci, toujours de CDR3. Et ce qui vous est dit, c'est que l'addition de nucléotide N, c'est plus fréquent, en fait, dans l'ADN qui code pour les chaînes lourdes, donc c'est plus fréquent ici que là. C'est pas mal ça parce que vous revoyez les uns après les autres les choses plus calmement. Alors, autre source de variabilité, l'hypermutation somatique. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypermutation somatique? Jusqu'à présent, je vous avais dit une chose, je vous avais dit, une fois que vous avez réarrangé vos gènes des immunoglobulines, en fait, ben voilà, vous gardez la même région variable. En fait, c'est vrai, ça, c'est pour ça que je vous avais dit, attendez, ça va se compliquer un petit peu, c'est vrai jusqu'à ce stade-là. Et à ce stade-là, effectivement, vous exprimez le même récepteur à l'antigène. Ici, j'avais une IgM de surface, une IgD de surface. Je vais être stimulé par l'antigène. J'ai une cellule B qui est activée. Cette fois-ci, cette B activée, elle peut me faire ensuite une IgG, une IgM, une IgD, une IgE, une IgA. En fonction de l'antigène, ici, vous aurez toujours, avec ce lymphocyte ici, théoriquement, le même récepteur à l'antigène, sauf que, maintenant, vous allez faire l'hypermutation somatique. C'est-à-dire, vous prenez ce lymphocyte, il a une immunoglobuline de surface avec des régions variables qui sont bien définies. OK. Mais au cours de la maturation de ce lymphocyte, qui est activé cette fois-ci parce qu'il a rencontré l'antigène, donc il se multiplie, il commence à se transformer en plasmocyte pour faire une immunoglobuline, mais il y en a certains lymphocytes B qui se multiplient pour faire un plasmocyte, une immunoglobuline, celui-ci continue à se multiplier, avec toujours à la surface à peu près la même immunoglobuline. Pourquoi à peu près? Parce qu'à ce moment-là, il y a le phénomène d'hypermutation somatique, c'est-à-dire au fur et à mesure, il commence à faire des mutations à un rythme qui est assez important puisque il fait un changement de base toutes les 1000 paires de bases. Donc, je répète, ce lymphocyte, quand il se multiplie, il fait tout de même un changement de base toutes les 1000 paires de bases. Théoriquement, une cellule normale, ça ne fait une mutation qu'au rythme de 1 sur 100 millions de paires de bases. Donc là, ça veut dire qu'il y a dans le lymphocyte B une hypermutation somatique. Hypermutation parce qu'il y a 100 000 fois plus de mutations que dans une cellule normale. Ce sont les seules cellules qui sont capables de faire ça. 100 000 fois plus de mutations que dans une cellule normale. C'est vraiment de l'hypermutation. Alors, ça veudra, vous calculerez, mais en calculant à peu près le nombre d'acides aminés d'une région variable, il y a 100 à 110 acides aminés sur une région variable. Vous multipliez par 2, il y a une chaîne légère et une chaîne lourde pour une immunoglobuline. Ça veut dire que la longueur des régions variables sur une immunoglobuline, c'est à peu près 200 à 220. 200 à 220, vous avez 3
nucléotides par acide aminé, ça veut dire que vous avez entre 600 et 660 nucléotides. Comme vous faites une mutation tous les 1000 nucléotides, ça veut dire que vous faites pratiquement, quasiment, une mutation à une division à peu près sur 2, en gros, ce qui est énorme. Donc, une mutation à une division sur 2, ce qui fait que progressivement, alors que vous êtes au contact de l'antigène, vous commencez à changer un petit peu, très légèrement, un acide aminé par-ci, par-là. Et vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré qu'au cours de la maturation du lymphocyte, en changeant 9 acides aminés, j'arrive à multiplier par 30 000 fois l'affinité de l'anticorps pour l'antigène. Alors vous vous dites, comment ça se passe ça? Est-ce que le lymphocyte, il dit, oh là là, je vais changer celui-là à tel endroit, puis à un autre un petit peu plus loin, pour augmenter mon affinité pour l'antigène? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, c'est vraiment au hasard. C'est-à-dire, les mutations, il y en a plein de mutations qui se font, mais au cours de la maturation, et ça se fait dans le ganglion. Au cours de la maturation, en fait, mon antigène va se lier, comme par hasard, à toutes les immunoglobulines qui auront de plus en plus d'affinité pour l'antigène. D'accord? Et puis les autres, on ne s'en occupera pas. Alors ça se fait dans le ganglion. Dans le ganglion, quand vous avez tous ces lymphocytes qui se multiplient au contact de l'antigène, vous passez du follicule primaire, on reverra ça au follicule secondaire. Il grossit le ganglion avec la multiplication des lymphocytes. Ça se passe dans le follicule secondaire que vous avez ici. Ça se passe dans des zones qui sont les zones noires ici. Et si on regarde la zone sombre ici, où il y a la prolifération des lymphocytes B, qui rentrent en contact avec l'antigène, et c'est là où se passe en fait l'hypermutation somatique. D'accord? Dans le ganglion, donc les lymphocytes se multiplient, rencontrent l'antigène, hypermutation somatique, avec des substitutions. Bien, j'ai un petit peu dépassé, je continuerai la prochaine fois. C'est un petit peu compliqué, mais c'est en même temps passionnant. Voilà. Bonne semaine, bonne matinée.